Concernant les lignes, très rapidement, ça fait peut-être un temps qu'on déverse les produits chimiques extrêmement toxiques dans les sols sans s'accumuler, c'est arrivé même à l'Atlantique, c'est une horreur, quand on a accès plus, on va se là. En plus, on pulvérise sur les fruits, sur les feuilles, on se bat, on n'arrive pas à en voir. Mais ceci mis à part, il y a une chose importante, c'est qu'on continue à laborer les sols, c'est effrayant, avec des sols très profonds. Donc des parties anaérobies vont en haut, et les parties aérobies vont en bas. Donc on vue encore plus vite les sols. Donc on ne devrait pas labourer les sols. Alors bien sûr, en petite production bio, ça reste écologique, ça c'est ça. Alors, vous voyez là, dans la somme normale, donc les 5 à 10 premiers centimètres, ce sont les bactéries aérobies de surface. Les 5 à 10 cm suivants, ce sont les bactéries aérobies profondes. Et après, on a les bactéries anaérobies. Les aérobies ont besoin d'oxygène de l'air pour vivre. Les anaérobies sont tuées par l'oxygène de l'air. Et pour que le sol fonctionne, il faut que ces 3 groupes soient en place où elles doivent être. Même un labour peu profond bouleverse déjà les bactéries aérobies. Qu'elles mettent les aérobies de surface un peu plus profonds, les aérobies profondes en surface. Il faut s'arrêter à 10 cm. Mais même plus, à 5 cm, 5-10 cm. À 20 cm, c'est trop profond. Alors la lunette, elle ne retourne pas le sol. Voilà. Puisque vous faites ça, vous bouleversez pas les couches. Mais les labours profonds, vous vous rendez compte, vous mettez tout ce qui est là en surface, mais c'est la cata totale dans le monde. Dans le monde frontal. Il n'y a pas de mécanique. C'est des choses. Mais ce que vous dites pour la vigne, monsieur Jean, ce que vous dites pour la vigne, c'est valable pour le maïs ou pour le blé ou pour tout. Hein. Oui, c'est indifférent de faire d'ailleurs du maïs, parce que ça demande du capital. Mais c'est qui doit produire du maïs. Mais les labours profonds, ça date de la même date que le désherbage, des années 1870. Parce qu'avant l'invention de la charrue métallique, on labourait à l'arrière. L'arrière, en charrue en bois, 10 cm, c'était le grand maximum. D'autant plus que généralement, c'était madame qui tirait la charrue. Donc, on ne pouvait pas labourer très profond. Dans les charruages très profonds, il y a un risque. Ah oui, oui, oui. Mais comme dans tous les changements, les changements, voilà, les changements, ça dérange. Mais c'est même pas des changements. Si on regarde bien en face, c'est le retour aux fondamentaux. C'est pas le changement. Mais c'est pas retour en arrière non plus. C'est retour aux fondamentaux. Alors, ben ça fait lever les espèces. Donc, je vous ai pas fait voir ici les espèces qui sont les espèces de métaux lourds. Donc, la renouée du Japon. La renouée du Japon. Rhinotria japonica, Rhinotria saccharinaensis et Rhinotria bohemica qui est l'hybride des deux. Donc, ça, ces plantes-là, elles ne lèvent leur dormance que en présence de métaux lourds. Alors, c'est vraiment les plantes caractéristiques de ce que c'est qu'une plante bioindicatrice. La renouée du Japon, ou la renouée des subsachalines, saccharinaensis, elle a été introduite en Europe
au moment des routes de la soie Marco Polo, comme plante fourragère, parce que c'est une plante qui est capable de pousser 1, 2, 3 mètres en un mois, et qui est très nutritive. C'est une polygonacée, c'est de la famille du sarrasin, c'est une plante très nutritive. Donc, introduction en Europe comme plante fourragère. Et puis, c'est un fiasco total. Donc, la plante, elle a été plantée, semée, elle a poussé, elle a fleuri, elle a fait des graines. Les graines sont transportées loin, hein, parce qu'elles ont des ailes pour être transportées par le vent. Mais c'est un fiasco total. Et la renouée du Japon disparaît d'Europe. On n'en retrouve plus de traces dans la littérature jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, à nouveau réintroduction de l'Asie, de la renouée du Japon, cette fois comme plante ornementale dans les jardins. Parce que ça fait des jolis bouquets en été, et puis en plus c'est mellifère, donc ça attire les abeilles et tout ça. Donc on a planté la renouée du Japon dans les jardins comme plante ornementale. Et puis c'est un nouveau fiasco. Donc tant qu'elle a été plantée, elle a poussé, elle a fleuri, elle a fait des fruits, elle a fait des graines, elle a été transportée par le vent. Mais c'est un fiasco. Et elle redisparaît d'Europe. À tel point que dans les flores de 1900, en France, il n'y a pas de trace de renouée du Japon. Il n'y a plus un seul pied de renouée du Japon en France en 1900. Et puis, les années 60, 70, elle se met subitement à pousser toute seule, sans réintroduction cette fois du Japon, et à pousser un peu partout, et à devenir de plus en plus récente. Mais où? Ben là, il y a des métaux lourds. Et si on va voir rechercher le biotope primaire de la renouée du Japon, c'est les sols métallifères, les fameux gisements fer-nickel des îles Sakhalines, qui sont en train de se battre, les Japonais et les Russes, il y a une guerre là-bas, pour ces gisements de métaux précieux. Donc, on voit, c'est vraiment typique de ce que c'est qu'une plante bioéducatrice. Jusqu'à ce qu'on l'a plantée dans des sols normaux, elle n'a pas voulu pousser, c'est qu'un fiasco. Par contre, le jour où elle a les bonnes conditions, elle repousse toute seule sans qu'on la plante. J'ai une question sur j'aimerais bien un jour mettre en pratique, essayer de mettre en pratique la méthode à partir des tomes. Je voudrais savoir, admettons si c'est sur un sol agricole, combien de temps ça prend un diagnostic sur une parcelle agricole, sur quelle surface à peu près on exerce l'inventaire. Et puis une autre question, c'est, on en parlait un peu en aparté avant la conférence, il y a des diagnostics qui sont faits sur, même s'il y a peu de personnes qui savent le faire, sur le sol lui-même à partir des insectes ou de la vie microbienne. On parlait des bourguignons, un ancien minéral qui fait ça. Alors est-ce que c'est des choses qui sont complémentaires ou est-ce que l'un peut remplacer l'autre, l'inventaire par un diagnostic par les plantes ou le diagnostic par le sol, ou est-ce qu'il faut mener les deux? N'importe comment, on peut faire ça, mais c'est encore mieux de les faire complémentaires, de faire les deux. Le plus on va les faire complémentaires, le plus on va affiner le résultat. Et ça prend combien de temps Pas le temps de faire un inventaire, ça dépend comment vous êtes doué en botanique et comment ça va faire les scientifiques. Alors, il y a deux choses à faire quand même. Il n'y a pas que l'inventaire. Il y a aussi mettre les coefficients de recouvrement. Oui, je pense à ça. Voilà. Donc, comment on opère pour faire un diagnostic? Déjà, il faut repérer une zone homogène. Parce que j'ai vu des analyses de sol, des analyses chimiques faites par la Chambre d'agriculture. La personne, donc, elle avait une parcelle comme ça, et qui était séparée, qui était traversée par une faille. Et donc, d'un côté de la faille, il y avait un pH de 4, et de l'autre côté de la faille, il y avait un pH de 8. Donc, elle a fait, comme on l'a dit en agriculture conventionnelle, elle a fait ses prélèvements réguliers, un tous les 10 mètres, partout, et elle a tout bien mélangé, et elle a envoyé l'échantillon analysé. Et on lui a dit pH 6, elle était toute contente. Mais en fait, elle avait un pH 4 dans la moitié et un pH 8 dans l'autre. Donc voilà, il faut repérer une zone. Mais ça, par les plantes, on l'aurait vu. Parce qu'il n'y avait pas du tout la même flore dans la zone acide que dans la zone alcaline. Et donc faire des inventaires homogènes. Là, il faudrait faire deux inventaires, un dans chaque endroit. Quand on a repéré sa zone homogène, on fait l'inventaire des espèces, on les liste, sans chercher à interpréter. On liste simplement les espèces. Quand on les a listées, on reprend la liste et on met les coefficients d'abondance. Alors, coefficients, moi j'utilise
utilise les coefficients de gros bloqués, hein, couverture à 100% du sol, et on estime couverture, l'ombre portée au sol par la plante quand le soleil est à la verticale. Hein. Donc une plante comme un lithospermum, il va faire très peu de couverture puisqu'il est tout en hauteur, tout allongé, mais il a très peu de diamètre. Par contre, un pissenlit, il va faire de la couverture. Donc couverture à 100%, coefficient 5, couverture à 75%, coefficient 4, couverture à 50%, coefficient 3, couverture à 25%, coefficient 2, couverture à moins de 25%, mais les plantes réparties d'une manière homogène sur la parcelle, coefficient 1, et puis autrement, les plantes mal réparties, toutes dans un coin ou moins 10%, on va simplement lui mettre le signe plus pour faire voir que la plante est là, mais on n'en tiendra pas compte dans le diagnostic. On fait l'inventaire, on met ses coefficients, et une fois qu'on a mis ses coefficients, on s'aventure avec le tableau à analyser. Et notamment, c'est ce tableau-là, et voilà, les tableaux d'analyse, voilà, c'est vraiment chez les tableaux d'analyse. Là, j'ai pris toutes les rubriques qu'on a vues, là, CF, matière organique, ainsi de suite, azote, compagnie, pour 700 espèces. Au début, vous nous avez dit la plante qui était efficace, c'est elle qui couvre le maximum dans une parcelle. Mais comment pouvez-vous utiliser alors des plantes qui ont fait des recouvrements? Ah non, justement, ceux qui ont très faible recouvrement, on appelle les signes plus. Oui, non, mais même est-ce que ça peut servir? Non, pas un faible recouvrement. Ça dépend de la répartition. Parce que même si elle a un faible recouvrement, la plante, du moment qu'elle est répartie sur l'ensemble de la parcelle, elle est significative. Parce que la plante, elle est significative pour sa sphère, 10 cm sur 10. Alors si elles sont toutes, nous mettons 30 pieds groupés dans un coin, on n'en tient pas compte, aucune signification. 30 pieds répartis, réguliers sur la parcelle, on en tient compte parce que les significatifs, ça veut dire que le paramètre est partout. Une question, non? Je suis revenu sur le labour qui a été discuté tout à l'heure. J'ai vu un reportage de quelqu'un qui parlait de technique d'allemand qui la technique du non-labour. Le non-labour. Alors voilà, c'est quelque chose justement que les pédologues et les microbiologistes actuels sont en train d'essayer de remettre au bout du jour, parce que on se rend compte que le labour il perturbe tellement les couches du sol que ça a des gros problèmes de lessivage, d'érosion, d'inondation et de pollution, puisque les éléments sont entraînés soit dans les nappes phréatiques, soit dans les rivières, et donc vont se retrouver obligatoirement dans les stations de pompage et au robinet. Donc, et au niveau de la mise en place de cette technique, donc la mise en place de ces techniques, pour l'instant, elle est confrontée au lobby puissant et au supertanker qu'il faut 500 km pour s'arrêter. À ce sujet, j'ai vu un reportage sur la 5, c'était un sud sur Monsanto, dans les noms qui étaient plus, il y en avait 3 exactement, qui étaient passés diffusés sur Arte, donc dans le dernier, si vous regardez, il y aura une bonne partie des agriculteurs allemands qui étaient utilisés techniques, qui ont à peu près 5 à 10 ans, si j'ai bonne mémoire. Oui, mais entre ce qu'on voit à la télé et puis ce qui est réellement appliqué sur le terrain, il y a un gouffre. Pour les terrains compacts, tout ça, on va faire une collinette mécanique, un modèle. Ça existe pas. Sans perturber, juste apporter de l'oxygène. Ben si, ça existe. Il y a des outils en grande culture qu'on appelle. Il y a un outil qui s'appelle d'ailleurs Actisol. En fait, c'est une dent droite avec juste un fer, et c'est tout, et qui fait que fissurer et réintroduire l'oxygène. Ouais, mais c'est même à peine griffé, quoi. Elle fait juste de la fissuration, et qui va réoxygéner le sol sans bouleverser les couches. Dans la longueur d'un arbre.
Oui, voilà. On a une dent, le support, et puis on a une dent comme ça. Juste une dent comme un fer, comme un doigt, quoi. Et ça fait juste difficile aussi. Et en plus, on passe, et en plus, on met un fer par mètre, un tous les mètres. On en met 3 ou 4 sur la largeur d'un fer 4, c'est tout. Ça suffit pour... Ça suffit pour oxygéner le sol, et ça suffit pour permettre de faire des coupures sans la boue. Mais c'est sûr que le jour où on reviendra vraiment au sans labour, on va réduire énormément de problèmes de pollution, énormément de problèmes de fertilité et énormément de problèmes d'inondation. Parce que l'eau va rentrer dans le sol. Oui. Oui, c'est les Allemands comme ça. En fait, on se rend compte que toutes ces plantes indicatrices des pollutions, c'est toutes des introduits. Et qui, n'ayant pas chez nous les conditions de vie de leur biotope primaire, ont cherché des biotopes secondaires pour pallier à leur manque de biotope primaire. Dans le cas de la rébellion, il n'y a pas de sol métallifère chez nous, elle a cherché le métallurge.